Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Show avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, toujours. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va essayer de voir un peu ce qui se passe sur le marché mondial du pétrole, après la mise en application depuis lundi dernier de la nouvelle batterie de sanctions des pays de l'Union européenne, du G7 et de l'Australie, qui vise non seulement à mettre en place un embargo sur le pétrole russe, notamment au sein des pays de l'Union européenne, mais aussi pour essayer de plafonner le prix du pétrole russe qui serait vendu dans un pays membre soit du G7, soit de l'Union européenne ou encore de l'Australie. Alors, il faut comprendre que déjà le plafonnement à $60 qui a été prévu lors des discussions qui avaient été menées par les 27 pays membres de l'Union européenne, j'en avais parlé ici, et était jugé déjà par les Ukrainiens parce que il faut bien comprendre, il s'agit ici pour les Occidentaux d'essayer de mettre un terme à la principale source de financement de la guerre en Ukraine selon les Occidentaux, parce qu'il faut bien le comprendre, la Russie est l'un des géants mondiaux des hydrocarbures, c'est le troisième producteur mondial de pétrole, le deuxième producteur mondial en termes d'exportation, et c'est le premier producteur mondial et premier exportateur mondial de gaz. Donc à ce titre-là, évidemment, la Russie a une place indiscutable et même stratégique au sein du marché mondial. Il faut déjà savoir que depuis que, lorsque l'on s'intéresse par exemple au gaz, depuis que les pays occidentaux avaient décidé de se passer du gaz russe, parce que la plupart, si tu veux, des grands pays membres de l'Union européenne, donc on parle notamment par exemple de la France, avaient disons, n'était pas très dépendant du gaz russe, à l'exception de l'Allemagne qui dépendait pour près de la moitié de ses importations de gaz de Russie, déjà cela avait entraîné une flambée des cours des prix du gaz avec toutes les conséquences que ça a eu, notamment sur le plan social, parce qu'évidemment, il y a eu un impact extrêmement très fort sur la production d'électricité, parce que le marché européen était organisé de telle sorte que ce soit, si tu veux, dans la production d'électricité, la marge la plus élevée qui soit, le facteur le plus élevé qui est le moyen de production le plus élevé dans le marché, qui fixe en quelque sorte le prix de l'électricité, donc du mégawattheure. Donc, ce qui a fait que naturellement, comme le gaz étant l'élément producteur d'électricité ayant un coût le plus élevé, ça a fait que donc le prix de l'électricité en Europe était fixé sur le prix du gaz. Et donc, ça a entraîné toute la folie que l'on observe depuis 9 mois déjà, avec des conséquences sur le plan économique et même sur le plan social qui sont dramatiques, et des conséquences qui vont conduire dans beaucoup de pays européens à revoir leur stratégie en matière de consommation d'énergie et de production d'électricité, avec toutes les aggravations que cela pourrait avoir dans leurs économies. Et donc, les Européens n'ont absolument pas changé de stratégie. Ils restent droits dans leur botte en voulant absolument faire tomber le géant russe. Et donc, après avoir essayé de se passer du gaz russe, même si on sait que techniquement ce n'est pas possible, puisque l'Allemagne, malgré le fait qu'elle puisse multiplier des accords, on l'a vu, notamment partir en Algérie, signer un accord d'approvisionnement en gaz avec l'Algérie, on l'a même vu au Qatar, même si pour l'approvisionnement au Qatar, il s'agira de fourniture de 2 millions de barils, à peu près 2 millions de mètres cubes de gaz par mois, mais durant 15 ans, mais cet accord ne rentrera a priori ne sera effectif qu'à partir de 2026. Donc, malgré toutes ces stratégie-là, l'Union européenne, les Occidentaux restent toujours dans la même stratégie de vouloir affaiblir la Russie et donc de vouloir frapper là où, évidemment, son économie est la plus dépendante, et donc frapper dans le cœur même de l'économie russe pour essayer de faire fléchir le régime. Et donc, ils avaient mis le pétrole de côté parce que le pétrole, c'était un peu plus compliqué à essayer de bloquer. Et donc, ils avaient décidé que c'était le 5 décembre que l'embargo sur le pétrole russe devait entrer en vigueur. Le 5 décembre est arrivé. Et donc, ils ont décidé en réalité non seulement de l'embargo, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus, aucun pays membre de l'Union européenne, à l'exception de la Hongrie,
qui a eu une exemption parce que la Hongrie dépend à plus de 60% du pétrole russe et le pétrole russe acheminé par la Hongrie ne l'est pas par voie maritime mais est directement acheminé par des oléoducs. Et donc, le reste des pays européens n'ont plus le droit d'acheter du pétrole directement de Russie. Ça, c'est de un. La deuxième chose, c'est que les pays qui veulent acheter du gaz russe, et qui voudraient par la suite le revendre à un pays de l'Union européenne, ne pourraient pas le revendre au prix au-delà de $60 le baril. Et même les pays qui voudraient acheter, même s'ils ne vendent pas ce pétrole-là à un pays du G7 de l'Union européenne ou de l'Australie, mais qui achètent du pétrole russe, n'ont pas le droit de le revendre à plus de $60 le baril. Alors, donc, comment est-ce qu'ils vont mettre en place cette incitation-là à vendre en deçà de $60 le baril? Eh bien, il faut savoir, ils estiment qu'ils vont se baser sur, si tu veux, la domination que les entreprises occidentales ont sur toutes les entreprises de fret, le fret pétrolier, tout ce qui est négoce, donc achat et vente de pétrole. Et donc, si tu veux, tout le marché des hydrocarbures qui sont en réalité tous ces intermédiaires-là qui sont essentiellement des Occidentaux, on estime que dans le monde, notamment des armateurs, des assureurs, ceux qui font le fret et la négoce, 90% de ces entreprises-là se trouvent au sein des pays occidentaux, dont une partie aux États-Unis et une autre partie en Europe. Et donc, les Américains et les Européens entendent donc mettre une pression sur ces entreprises-là pour les contraindre, soit par exemple pour les entreprises d'assurance à ne plus renouveler les couvertures d'assurance aux compagnies maritimes qui n'appliqueraient pas ce plafonnement à $60 le baril. Les entreprises, par exemple, de négoce aussi, seraient sanctionnées si elles achetaient ou si elles vendaient du pétrole russe à plus de $60 le baril. Et la même chose pour les entreprises de fret, c'est-à-dire les entreprises de fret maritime ou les entreprises qui gèrent des services portuaires, par exemple, ne serviraient plus des navires qui auraient un pétrole qui serait vendu, un pétrole russe qui serait vendu au-delà de $60 le baril. Bref, mais tout ça, évidemment, reste, à mon sens, et lorsque j'ai essayé de lire un peu ce que disent pas mal d'experts, eh bien, ils estiment que déjà, à $60 le baril, ce n'est pas cher vendu pour la Russie, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, le prix de revient d'un baril de pétrole produit en Russie tourne aux alentours de $20. Et donc, actuellement, le prix du baril est négocié sur le marché entre 65 et $70. Même si, par exemple, le prix du pétrole de Brent ou celui de la mer du Nord ou bien son équivalent nord-américain, le WTI, tourne aux alentours de $80-90. Alors, pourquoi est-ce que le pétrole russe ou celui qu'on appelle le pétrole de l'Ural est vendu à $65 alors que le Brent ou celui du WTI aussi entre 80 et $90, tout simplement parce que à la suite de l'embargo décidé par les États-Unis et le Canada, d'une part, dès le mois de mars dernier, les Russes avaient décidé de faire une ristourne au pays qui allait quand même continuer à acheter son pétrole. Cette ristourne-là tourne autour de 20 à 24%, et c'est ce qui explique que des pays comme la Chine ou l'Inde aient donc décidé d'acheter massivement et continuent d'acheter de manière massive le pétrole russe. Il faut savoir que la Chine, même si elle a connu un fort ralentissement depuis le début de cette année, du fait des conséquences de la mise en application du principe zéro Covid, on a vu des villes comme Shenzhen, par exemple, qui est la capitale économique de la Chine, avoir été plusieurs fois dans l'année mise carrément en quarantaine. Et donc tout ça là a fait que ça a entraîné un ralentissement de l'économie chinoise. Et même si on regarde, par exemple, sur les 3 dernières années, si on fait une comparaison entre les 3 dernières années, les 3 années encore avant, on verra que la Chine avait baissé son niveau de consommation, son niveau d'importation des hydrocarbures qui tourne aux alentours de 20 à 30%, ce qui est énorme parce que la Chine est le premier importateur mondial de pétrole. Et donc, en fait, on peut acheter le pétrole russe, mais à pas plus de $60. Voilà, c'est-à-dire que... Donc, voilà. Au lieu de ne pas acheter du tout, on vend quand même, mais on n'achète pas plus de $60. Voilà, on peut acheter, voilà. Maintenant, évidemment, et c'est compris pour les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, c'est-à-dire pour tous les pays.
Pourquoi? Parce que, évidemment, 90%, comme je le dis, du pétrole russe, il est transporté par voie maritime. Et donc, pas 90%, je peux dire 60% du pétrole russe qui est vendu dans le monde est vendu par voie maritime. Maintenant, le marché de tout ce qui est lié au transport, au fret, à la négoce du pétrole, est dominé à 90% par les entreprises européennes et américaines. Donc, les gouvernements européens et américains veulent mettre la pression sur tous ces intermédiaires-là pour les inciter à obliger les acheteurs à ne pas aller au-delà de $60 le baril de pétrole. Donc, j'ai pris des exemples ici. Donc, si vous achetez un baril de pétrole russe à plus de $60, pour qu'un armateur accepte de mettre à disposition un navire, il risquera de se faire sanctionner par son pays. Pour qu'un assureur accepte d'assurer la cargaison de pétrole russe là, qui a été acheté à plus de $60 le baril, il sera taxé par les gouvernements et donc il pourra perdre sa licence d'assurance et donc il ne pourra plus assurer ce fret-là. C'est la même chose pour les compagnies de réassurance. C'est la même chose pour les entreprises de négoce. Donc, les gouvernements européens et américains vont mettre la pression sur toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là pour obliger les clients, donc les pays ou les entreprises qui achètent ce pétrole-là, à ne pas dépasser le plafond de $60. Mais ça, évidemment, ça va être difficile à mettre en œuvre et c'est une décision qui, à mon sens, n'aurait pas une très grande portée à moyen ou à long terme. Pourquoi? Parce que quand on regarde la géographie, quel est le principal acheteur du gaz russe aujourd'hui? C'est la Chine. Or, la Chine et la Russie partagent plus de 2000 km de frontières. Ils ont déjà mis en œuvre un certain nombre de projets de gazoducs, puisque la Chine va acheter d'ici 2023-2024 près de 50 milliards de mètres cubes de gaz. Et donc, si on veut mettre ce principe de plafonnement du pétrole russe et on veut donc l'imposer aux entreprises chinoises, eh bien, qu'est-ce que la Chine va faire? Elle va tout simplement construire des oléoducs directement de la Russie vers la Chine et donc contourner une fois de plus cette mesure-là. La même chose pour l'Inde. L'Inde aussi est un gros importateur de pétrole russe et l'Inde partagent aussi des frontières avec la Russie. Donc, rien n'empêche ces deux pays-là, qui sont deux mastodontes, deux gros importateurs de pétrole, et donc qui tirent également d'énormes profits du fait des sanctions économiques et financières imposées par l'Union européenne et les États-Unis sur le pétrole russe. Ces deux pays-là tirent énormément de profits grâce à cet embargo-là. Et ces deux pays-là partagent des frontières terrestres avec des frontières maritimes avec la Russie et donc peuvent très bien construire des oléoducs et ne se passer aussi bien des navires que de tous les intermédiaires que je venais de citer là. Donc ça ferait que, in fine, à moyen ou à long terme, cette sanction-là n'aurait pas d'effet. Et puis, d'un autre point de vue, par principe, la Russie a refusé et a dit qu'elle ne livrerait pas les pays qui refuseraient, les pays qui appliqueraient cette mesure-là, c'est-à-dire refuseraient d'acheter son pétrole à plus de $60. Mais dans les faits, vendre le pétrole à $60 pour la Russie, ce n'est même pas une grosse perte. Parce que, comme je l'ai dit, sur les marchés actuellement, le pétrole russe se négocie aux alentours de 65 à $70 le baril. Donc, in fine, pour l'instant, la Russie ne perd pas grand-chose, mais sur le principe, évidemment, elle ne pourrait pas l'accepter parce que ce serait un signal extrêmement dangereux qu'elle enverrait à ses autres clients potentiels. Et en plus, étant donné que la mesure pour ce qui concerne le pétrole brut, entre en vigueur le 5 décembre, est rentré en vigueur ce 5 décembre. À partir de février 2023, il va aussi se discuter la mise en œuvre de sanctions concernant l'importation de produits pétroliers russes. Parce qu'il faut savoir que les mesures ne concernent pas les produits pétroliers russes, l'essence, le gasoil, etc. Et même tous les produits chimiques. Il y a toute une multitude de produits que l'on fabrique à partir du pétrole. Et donc là, on va aussi voir qu'est-ce que ces pays-là vont décider. Mais in fine, il faut savoir que ça ne causera pas une grosse perte pour la Russie parce qu'il faut savoir que dimanche dernier, l'OPEP+ s'est réuni par visioconférence et ils ont réitéré leur volonté de baisser de 2 millions de barils jour les quotas journaliers. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, au contraire, les pays producteurs et exportateurs de pétrole semblent rester droits dans leurs bottes
y compris la Russie. Et donc, on va voir comment est-ce que les pays importateurs, donc qui sont les pays occidentaux, vont se comporter. Mais dans cette affaire, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en Amérique du Nord, ils n'ont pas de problème, ils sont indépendants énergétiquement. Il s'agit, là je parle des États-Unis et du Canada. Or, ce n'est absolument pas le cas en Europe, puisque l'Europe ne produit pas de pétrole. Et donc là, évidemment, ils sont encore extrêmement... Et ça va au contraire accroître leur dépendance sur le pétrole américain. Et ça, évidemment, d'un point de vue stratégique, je trouve ça totalement absurde. Et une fois de plus, à travers ces mesures-là, c'est encore l'Europe qui paiera le prix le plus cher, en fait. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.